La question animale et le mouvement animaliste, il a cette spécificité et même cette beauté qu'il rassemble à l'heure où il y a beaucoup de divisions, on parle de beaucoup de fractures au sein de la société. Je crois que la question animale et le mouvement animaliste est le dernier qui arrive à mobiliser des personnes de toutes les sensibilités, de toutes les catégories sociales, de tous les âges, des urbains, des ruraux, des femmes, des hommes. Bref, c'est un beau mouvement divers qui porte une belle cause. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue chez Blonde. Merci. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors, je suis avocate de profession et militante pour les animaux de longue date. Et j'ai cofondé en 2016 un parti politique, le Parti animaliste, qui a pour spécificité de vouloir faire émerger la question animale sur le plan politique. Alors, comment vous êtes arrivé vous-même à la politique ? Alors, d'abord par le militantisme, puisque déjà, jeune enfant, j'ai été sensibilisée à la question des animaux. J'ai arrêté de manger des animaux à l'âge de 7 ans. Et puis, adolescente et étudiante, je me suis engagée dans des associations de protection animale. Je les ai aidées dans le cadre de mes études de droit et dans le cadre de ma profession d'avocat. Et dans le cadre de ma profession d'avocat, je me suis heurtée à des difficultés du droit à faire respecter les animaux et à les protéger correctement. Et parallèlement, on s'est aperçu, avec d'autres associations qui intervenaient pour les animaux, qu'il était vraiment difficile de sensibiliser les formations politiques qui existaient à cette question animale, à leur faire comprendre les enjeux de se saisir de cette question. Et donc, au fur et à mesure, a émergé l'idée de créer notre propre formation politique pour que des animalistes qui eux-mêmes sont convaincus à la fois de l'importance de ce sujet et des enjeux qu'elle porte, d'aller directement créer un parti et sur le terrain politique. Alors, c'est une formation politique assez jeune, vous venez de le dire, et en même temps qui est déjà crédité de scores assez importants dans les premiers sondages. Il y avait déjà une liste qui avait été présentée aux élections européennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'historicité du parti et comment il est organisé aujourd'hui ? Alors oui, il a été créé donc en 2016 avec plusieurs critères un peu spécifiques. Le premier, c'est le monothématisme, à savoir qu'il est centré sur la question animale. Donc nous traitons de toutes les thématiques qui sont en lien direct ou indirect avec la question animale. Il n'est pas lieu de traiter que des sujets qui concernent les animaux. Ce qu'on veut au contraire montrer, c'est que la question animale, elle irrigue la quasi-totalité des politiques publiques et donc elle touche également aux humains. Et qu'en se préoccupant des animaux, on améliore aussi concomitamment le sort des humains. En fait, on veut juste étendre le champ de notre considération, au lieu de l'arrêter aux seuls humains, de l'étendre jusqu'aux animaux et d'intégrer les animaux. L'autre grande spécificité du Parti animaliste, c'est qu'il est indépendant. Il est indépendant de toutes les formations politiques. Et la troisième, tout aussi importante, c'est qu'il est transpartisan. Transpartisan, il dépasse les clivages politiques parce que la cause animale elle-même dépasse et doit dépasser les clivages politiques. Il rassemble des personnes qui sont de sensibilité de gauche, des sensibilités de droite, des personnes qui ne se reconnaissent dans aucune sensibilité politique, des gens qui n'ont jamais voté, mais qui, pour les animaux, veulent s'engager en politique. Alors aujourd'hui, effectivement, on l'a dit, on vous crédite dans les sondages d'un score proche de celui même de Fabien Roussel, ou même plus que Arnaud Montebourg, qui sont quand même des figures politiques assez installées. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de la place du bien-être animal dans le débat public et dans la société en général ? Alors déjà, pour rebondir sur les sondages, on a une difficulté parce que nous n'apparaissons pas dans les sondages. Le seul sondage qui nous crédite à 2%, c'est le Parti animaliste qui a été contraint de le commander et donc de payer, d'engager des frais, parce que les sondeurs ne nous intègrent pas dans les sondages. Et malgré cette intention de vote à 2% faite début novembre, faite par un institut de référence, l'IFOP, les sondages actuels ne nous intègrent toujours pas dans les sondages. On est complètement invisibilisé, ce qui m'a amené hier à saisir la commission des sondages pour dire que les sondages qui sont publiés sont faussés parce qu'ils ne prennent pas en compte les candidatures qui sont susceptibles d'influencer les différentes intentions de vote. Mais de façon plus générale, effectivement, ce que ça dit, ces 2%, c'est que la question animale, c'est un sujet qui est vraiment important pour les citoyens. Il est de plus en plus important. 89% des citoyens disent qu'ils sont attachés à la question animale, qu'ils trouvent que c'est important. Et 67% des Français considèrent que les politiques défendent mal les animaux. Donc il y a un vrai sujet, un vrai impératif même de démocratie à ce que cette question animale, elle puisse émerger sur le terrain politique et tout particulièrement lors de la présidentielle, et c'est le sens de ma candidature. Alors, vous l'avez dit précédemment, lors des précédentes élections, il y a pu avoir des alliances avec même différents partis politiques. Il y a pas le Parti animaliste n'est pas rattaché à une couleur politique particulière. Il y a pu avoir Europe Écologie Les Verts à Paris, la France Insoumise à Angers ou à Orléans. Aujourd'hui, si vous deviez vous situer sur cet échiquier qui reste un référentiel pour la plupart des citoyens amenés à voter, comment vous vous positionneriez ?
changer ce référentiel, ou en tout cas de l'améliorer, parce que précisément le parti animaliste, il est transpartisan et il n'est ni de gauche, il n'est pas à gauche, à droite, il dépasse les clivages politiques et comme je vous l'ai indiqué, il rassemble des personnes à la fois de gauche et de droite. Et dans le cadre des alliances que nous avons faites, notamment au municipal ou au régional, il y avait aussi des alliances à droite. Et c'est d'ailleurs ce transpartisanisme se symbolise par la couleur qui a été choisie pour le parti politique, du parti animaliste, le violet. Donc le violet, c'est le mélange du rouge qui est traditionnellement attribué à la gauche et le bleu traditionnellement attribué à la droite. Qui est aussi la couleur des mouvements féministes aujourd'hui. En plus. La plupart des candidats aujourd'hui ont tendance, mais c'est une tendance électoraliste souvent, à se préoccuper de plus en plus de la condition animale. On voit notamment Marine Le Pen qui veut en faire une cause nationale. Dans le cas d'un second tour quel qu'il soit, est-ce que votre choix et donc les voix que vous allez porter, celles de vos électeurs, se conduira sur le programme qui défend le plus les animaux ? Alors, une chose est certaine et absolument claire, c'est que nous ne donnerons absolument aucune consigne de vote. D'une part, parce que je l'ai dit, du fait du caractère transpartisan du parti animaliste, et d'autre part, par respect pour les électeurs, que l'on infantilise trop souvent en leur donnant des consignes. Non, les électeurs sont des gens intelligents, qui sont susceptibles de se déterminer, de déterminer leur choix, sans qu'on leur dise de quel côté ils doivent porter. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas compliqué d'aller chercher notamment ces fameuses 500 signatures d'élus locaux pour réussir à porter, d'être officiellement candidate ? On sait en plus qu'aujourd'hui, les signatures sont rendues publiques, donc il y a de plus en plus de maires frileux à aller sur des partis émergents ou ce qu'on appelle parfois avec un terme qui est un peu connoté les petites candidatures. Comment ça se passe pour vous la course aux candidatures ? Comme pour beaucoup de candidats, c'est très difficile. C'est un véritable chemin de croix. On a la chance extraordinaire d'avoir des militants qui sont fabuleux, qui sont déterminés, qui passent un temps considérable à aller rencontrer les élus, les maires. Mais c'est difficile parce que principalement, comme vous venez de le dire, l'immense majorité des maires, c'était 3/4 en 2017, mais nous craignons que ça soit un nombre plus important pour 2022, refusent tout bonnement de parrainer quelques candidats que ce soit. Et en ça, c'est un vrai problème de démocratie, pas seulement pour le parti animaliste qui a des difficultés à obtenir les parrainages des maires qui refusent de parrainer, mais parce que la démocratie, c'est le pluralisme politique. Et donc, c'est permettre à différents courants politiques de pouvoir s'exprimer, et donc notamment dans l'élection phare de notre démocratie, qui est la présidentielle. Et c'est bien pour ça que la Constitution a confié à ses élus, à ses maires, principalement, ce pouvoir de parrainer, et en fait, de contribuer au pluralisme politique. Et refuser pour les élus de donner un parrainage, c'est mettre en péril, quelque part, ce fonctionnement démocratique et ce pluralisme. Et donc, en ça, c'est inquiétant. Nous avançons, nous sommes optimistes parce que nous avons tous les jours des nouvelles signatures. Donc, on se rapproche chaque jour des 500 signatures, mais nous avons encore du chemin important à parcourir et c'est un travail considérable. Et est-ce que vous pensez ensuite présenter, pourquoi pas, des candidats aux législatives ? Bien sûr, nous avons prévu de présenter des candidats dans la quasi-totalité des circonscriptions de France. D'accord. Si on en vient maintenant à votre programme plus précisément, dans les mesures phares, il y aurait la création notamment d'un ministère de la protection animale, qui est la mesure la plus importante, le financement par l'État de la stérilisation obligatoire des chats, des sanctions plus fortes contre les sévices commises sur les animaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la structuration ? Parce qu'on voit beaucoup de mesures qui font écho justement à la condition animale. Quid des grands sujets qui animent notamment le débat public actuellement, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, les questions de sécurité, les questions d'Union européenne ? Alors, l'une des mesures phares que l'on portera durant cette élection présidentielle, c'est la sortie de l'élevage industriel et intensif. Pourquoi ? Parce que 8 animaux sur 10 vivent en France dans des élevages intensifs. Donc, les élevages intensifs, ce sont ces élevages où les animaux n'ont aucun accès au plein air, où ils aperçoivent la lumière du jour une seule fois dans leur vie, la fois où ils vont à l'abattoir, où ils vivent souvent dans des pages A4, complètement entassées. Et donc, c'est absolument inacceptable. Inacceptable pour les animaux, inacceptable pour les humains, parce que c'est aussi des foyers à zoonose. On parle aujourd'hui du Covid, mais lorsqu'on se préoccupe des enjeux sanitaires, on ne peut pas continuer à laisser ces élevages intensifs sur notre territoire qui peuvent créer des futures zoonoses et donc des catastrophes sanitaires prochaines. Et aussi parce que c'est un gaspillage considérable de ressources. En moyenne, pour faire 1 kg de protéines animales, il faut 7 kg de protéines végétales. Et parallèlement, ce que l'on a, c'est
un Français sur 5 qui, aujourd'hui, ne mange pas tous les jours à sa faim. Et face à ça, ce qu'on veut aussi porter comme mesure, qui est la conséquence de la première, c'est la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire, pour que chaque Français puisse tous les jours manger à sa faim. Et donc, pour cela, il faut arrêter de gaspiller de la nourriture comme on le fait en produisant des produits d'origine animale. Il faut affecter directement les protéines végétales à l'alimentation humaine. On récupérerait ces 6/7 de protéines végétales qui sont gaspillées. Ça permettrait de gagner en pouvoir d'achat parce qu'effectivement, ça permettrait d'avoir des produits plus accessibles pour tous les citoyens et nutritivement de bonne qualité et produits localement parce que nous avons en France toutes les possibilités de produire des légumineuses, notamment des céréales, dans des bonnes conditions pour tout le monde. Donc ça, c'est une mesure qui est importante, qui se rattache au pouvoir d'achat. Sur la question de la sécurité, on porte l'interdiction de la chasse parce que la chasse, c'est non seulement évidemment un drame pour les animaux qui subissent les pires souffrances dans le cadre de la chasse, mais c'est aussi cette circulation de millions d'armes dans notre pays qui donne lieu évidemment, et l'actualité nous l'a montré, à de nombreux accidents de chasse, mais aussi, ça on en parle moins et c'est jamais rattaché aux accidents de chasse, à des violences domestiques. Je suis avocate. Dans le cadre de mon activité professionnelle, je rencontre des femmes qui ont peur, qui vivent avec des maris qui sont chasseurs, qui ont des armes. On sait que la présence des armes aussi facilement, notamment dans les campagnes, est une possibilité de pression insidieuse. Et donc, le sujet des armes de la chasse est un véritable sujet de sécurité publique dont tout le monde se désintéresse, mais pourtant qui a des conséquences gravissimes et dramatiques dont on ne met pas de chiffres et de transparence là-dessus. Et alors, qu'est-ce que vous répondez aux chasseurs qui avancent l'argument qu'ils ne font que réguler les espèces ? Alors, ça, c'est un argument de façade. Ce qu'on répond, c'est que la chasse, c'est évidemment pas ça. La chasse, c'est en une grande partie des animaux qui sont élevés pour être lâchés et pour servir de cible vivante. C'est 20 millions d'animaux par an. Donc ça, c'est évidemment pas de la régulation. Et d'ailleurs, l'ONCFS indiquait dans un rapport, il y a quelques années, que ces élevages et ces lâchers d'animaux étaient pour rendre la chasse plus motivante. Donc c'est dire qu'on est très très loin de la notion de régulation. Sur la question de la régulation, on ne peut pas nier qu'il y a des dégâts aux cultures, c'est une réalité. Par contre, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire de choisir toujours la solution de facilité, d'aller tuer les animaux. Ça veut dire qu'il faut se poser la question et avoir des données objectives et une transparence des éléments sur la question, d'une part, des dégâts aux cultures, de la question de la prolifération, notamment des sangliers, puisque c'est eux qui sont principalement mis en cause, et des mesures de protection des cultures. Nous avons dans le Code de l'environnement des dispositions qui nous obligent et qui obligent les acteurs, notamment agricoles, à protéger les cultures. Et nous n'arrivons pas, moi je vois dans le cas de mes recours, puisque je conteste souvent des arrêtés de battue administrative, nous n'avons pas d'éléments objectifs qui nous disent quelles mesures de prévention ont été prises et pourquoi ces mesures de prévention seraient insuffisantes. Et donc, au lieu de tout de suite parler de régulation en tuant les animaux, il faut mettre à plat ce sujet, avoir toutes les informations, et il y a des solutions alternatives. D'abord, identifier les parcelles à risque, clôturer les parcelles à risque, et en Espagne, ils sont en train d'expérimenter des traitements pour réduire la fertilité des sangliers. Nous devrions aussi aller là-dessus. Alors, vous venez de parler de l'Espagne, vous venez vous-même du Sud-Ouest. Oui. Dans les grandes traditions culturelles du Sud-Ouest, il y a les ferias, mais aussi la corrida. Qu'est-ce qu'on fait de la corrida ? On l'arrête, évidemment. La corrida n'a aucun sens. C'est un acte de cruauté pur et simple qui n'est fait que pour du divertissement. Alors, il est maquillé avec des artifices. On dit que c'est un art, que ça promeut la bravoure, etc. En réalité, ce sont des sévices graves et des actes de cruauté. C'est pas le parti animaliste, c'est pas Hélène Touy qui le dit, c'est le législateur qui permet par exception à 1/10 du territoire de la France de faire des corridas, mais il n'en demeure pas moins que pour le législateur lui-même, ce sont des sévices graves. La finalité de votre candidature aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plutôt d'essayer d'alerter et d'être dans une forme de lanceuse d'alerte auprès des partis pour essayer de faire imprégner vos messages au sein de leur programme ? Ou quelle est la finalité ? Est-ce que c'est de faire plutôt le débat pendant la présidentielle pour réussir à faire élire, pourquoi pas, des premiers députés du parti animaliste derrière ? Comment vous voyez les choses ? Il y a toutes ces raisons, effectivement, dans cette candidature, mais la raison principale et profonde, c'est que l'on veut que la question animale soit un enjeu majeur de la présidentielle
et plus particulièrement des 5 prochaines années. La présidentielle, c'est l'élection qui détermine les grandes politiques publiques des 5 prochaines années. Et parmi ces politiques publiques, ces grandes mesures de ces 5 prochaines années, on veut que la question animale occupe une place importante et que des mesures ambitieuses soient mises en œuvre pendant ces 5 ans. Et pour cela, pour montrer à quel point cette question est attendue, à quel point il y a des attentes des citoyens, il faut être présent à la présidentielle pour porter ces idées et les défendre, et aussi, du coup, que le futur ou la future présidente de la République porte ces mesures.